Donc nous allons passer la parole à Madame Muriel Tramis. Comment? Bon, le temps de changement de... Non, pas de... On a eu tout le temps pour faire ça. Entre-temps, je vais vous présenter Madame Muriel Tramis. Donc Muriel Tramis qui va nous parler aujourd'hui de imagerie en 3D et intelligence artificielle comme plateforme de valorisation culturelle. Donc Muriel Tramis est ingénieure en informatique. Elle a été nommée, en fait on dit, je crois qu'on dit fait chevalier de la Légion d'honneur. On l'a fait chevalier de la Légion d'honneur pour avoir été pionnière dans la conception de logiciels ludo-éducatifs. Donc, comme je l'ai dit tantôt, elle va nous parler de comment on valorise la culture. Je vais peut-être un peu plus loin que le titre, valoriser la culture antillaise dans les jeux, dans les logiciels éducatifs. Donc, comme tout à l'heure, le temps de l'exposé est de 35 minutes, de 30 à 35 minutes, et on va laisser 10 minutes pour les échanges. Pour la personne qui me demande l'origine de la dame, les mathématiques n'ont pas d'origine. On a compris tout ça. Donc, j'aime pas parler d'origine. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Donc, madame, vous avez 30 minutes pour nous faire votre intervention. J'ai besoin du son. Merci pour votre présentation. En effet, j'ai besoin du son parce que je vais vous montrer des films d'animation, des extraits. Et j'ai besoin du son pour cela parce que dans ces films d'animation, il y a des comédiens qui prêtent leur voix aux personnages dessinés en 3D, dont vous allez d'ailleurs reconnaître les voix. Donc j'ai besoin de son. Et on dirait qu'il y a un petit problème. Ça marche? Non, tu lances comme d'habitude. Le premier, voilà. Alors, je commence par me présenter. Alors, comme a dit M. Calix, c'est ça? Ou Calix? Je suis ingénieur en électronique et en informatique parce que je suis diplômée d'une école qui s'appelle l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Donc j'ai fait mes études supérieures, commencé par maths sup, on dit maths sup, maths supérieures, maths spé, maths spéciales, puis les 3 années d'études d'ingénieur. Donc je suis sortie, enfin à Paris, je suis sortie de là et après je me suis fait une spécialité, enfin une fonction de directrice de projet, voilà. Mais je fais aussi de l'écriture de scénario, de l'écriture de dialogue, du concept design, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, du game design, et j'ai acquis une expertise en pédagogie interactive. Je vais vous présenter aussi mon associé dans Avanti, Monsieur Honorin, qui m'a tout appris sur les outils de la 3D. Et qui a apporté son expertise dans mon entreprise Avanti, que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, voilà le sommaire de ce que je vais vous présenter. À travers mes réalisations, je vais vous expliquer les métiers du jeu vidéo et comment j'ai utilisé cette industrie pour valoriser notre patrimoine culturel. Alors, je vais commencer par vous montrer ce petit film d'animation dont je parlais. Je vous laisse déguster et on en parle après. Il dure 5 minutes.
partager. Ton gâteau d'anniversaire Coco Vanille est prêt? Assassin, toujours sur les traces de ma petite fragile, je suis comprendre l'importance de sa 6e année. Et fit irruption dans sa vie pour la première fois. Attention! Fragile, sauve-toi! Le four de vieille fille souffrait là sur l'un de ces maudits passages entre le monde d'ici et les contrées de la merveille. Fragile! Un de ces passages infestés par des poutouchiens macoutes sans maman ni papa, aux ordres des puissances ténébreuses de Salty. Votre lycée, passé! Fragile ne dut son salut qu'à l'intervention du vieux nec rigolo qui jadis m'avait tiré de tant de mauvaises passes. Salut, bout de chien. Indulgence pour cette créature innocente et bébête. Elle ne sait rien sur les pistaches et ne sait même pas comment elle est arrivée là. Moi, innocente et bébête? Mais qui êtes-vous? On ne se connaît pas. Et puis qu'est-ce que je fais là? Je vais rentrer chez moi. Trop tard à la pistache. Tu ne peux pas retourner en arrière. Mais ça tombe bien. Tout le monde t'attend pour mettre un peu d'ordre ici. Moi, je suis un simple vendeur de pistaches. Mais tu peux m'appeler si tu as des problèmes. Tcha, je n'aime pas les pistaches. Tu dois affronter seul le monde de la merveille, ses pièges, ses lois, ses étonnements et ses souffrances. Que fais-tu dans mon domaine, jeune imprudente Zizi Tata? Oh, dis-moi, ne serais-tu pas l'enfant de la grande prophétie? Je cherche la sortie. Ah, je suis fatiguée de toutes ces intrusions. Mais comment voulez-vous trouver le repos avec ce mal de tête qui ne me quitte jamais? Tu es vraiment Isa. Connais-tu au moins la grande prophétie? Vois-tu, petite, moi, veuve la Sagrine. Grâce à mes fils de soie, je sais tout, j'entends tout, je vais partout, mais je ne comprends plus rien. Le monde est que pour tête depuis la belle bordelle. La prophétie affirme qu'une enfant éprouvait quelque chose. Si cet enfant c'est toi, voici un plan qui pourrait t'aider. Au secours! Au secours, Papa Congo! Je vais t'aider. Nom d'une pistache. Comme pour sa mère, Fragile détenait d'étranges forces que Papa Congo lui fit découvrir. Avec beaucoup de tact et tout temps de route. Elle comprit avec bonheur qu'elle pouvait respirer sous l'eau et s'y mouvoir à l'aise. Ce n'était qu'une dimension élémentaire de sa force aquatique. Au cours de son initiation, elle découvrit aussi la force claire des mers qui régénère les énergies vitales, mais qui peut tout autant les détruire. Puis, la force belle des yeux qui ensoleille les nuits, lance des foudres lumineuses et cyber sans merci toute créature vivante. Ainsi que cette force douce de la voix qui commande aux éléments et ensorcelle la volonté de la moindre existence. Et tout cela n'est encore rien quant à la force terrible, la force fatale qu'elle allait devenir. Merci. Alors, vous aurez probablement reconnu les voix des comédiens qui ont prêté leur voix aux personnages virtuels. Max Telef, c'est celui qui raconte, c'est la voix off. Aliou Cissé, c'est Papa Congo qui chante et qui, qui enseigne les choses à la sirène, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris que c'est une maman de l'eau, en fait. Donc, nous avons pris ce personnage de nos contes et légendes pour l'enrober dans une histoire où elle va devenir, elle est censée devenir une vraie sirène, et pour le moment, elle est un peu rétive, elle ne croit pas à son pouvoir, et c'est sa marraine que vous avez vu qui lui a préparé des gâteaux qui est chargée de la former. Voilà l'histoire. Tu peux passer à la suite?
Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous expliquer comment ça s'est passé. Je suis retournée, enfin j'ai fait mes études donc en France et je suis retournée au pays en 2003. Et j'ai créé la société Avanti avec l'intention d'utiliser ce que j'avais appris dans le jeu vidéo et pour l'adapter à notre culture. Voilà. Donc, ce que vous avez vu, c'est une espèce de storyboard en fait, animé, que nous avons, dont nous avons reçu, pour lequel nous avons reçu des financements. Donc, vous avez vu un mélange d'images en 3D et d'illustrations fixes, parce que c'est un document, si vous voulez, qui est destiné à séduire l'organisme qui s'appelle le CNC, le centre du, je sais plus, national du cinéma et de l'image animée, voilà. Qui a, tu peux passer à l'autre, qui a accepté de financer ce storyboard parce que nous avons réussi à le séduire, cet organisme qui dépend du ministère de la Culture à Paris, avec un dossier dans lequel nous avons fait quelques images. Et ils nous ont subventionné à la hauteur de 15 000 euros pour réaliser ce storyboard animé. Et le but étant d'obtenir un financement supérieur. Donc, ils ont aimé ce que vous avez vu, ce qu'on appelle le pilote, et ils ont décidé de nous accorder une avance sur recette de 300 000 euros, pour peaufiner l'univers, leur présenter comme un niveau de jeu, où ils comprennent un peu ce que nous voulions montrer, le game concept, le gameplay du jeu que nous préparions, et puis peaufiner l'univers, les personnages et tout. Voilà. Donc, je vais faire un saut dans le passé. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez voir ce qu'on a fait de ces 300 000 euros et quel est le projet qu'on souhaite faire avec ça. Alors voilà, je reviens, je fais un petit flashback dans le passé et je vous explique les débuts de ma carrière. Donc après avoir eu mon diplôme à l'ISEP, je suis rentrée dans une société d'armement. Et très sérieusement, je me destinais à une carrière d'ingénieur en technique, quoi, dans un domaine technique. Et j'ai passé 5 ans dans la programmation de drones militaires utilisés pour les tirs de missiles. Alors les drones, à l'époque, c'était des espèces de grands suppositoires qu'on voit là. Et j'étais chargée de les programmer. Donc c'était très formateur parce que quand je suis sortie de l'école, je savais à peine programmer. J'avais programmé avec des cartes perforées, des gros ordinateurs. Et là, il s'agissait de programmer sur du matériel à destination militaire, quoi. J'étais secret défense et tout. Et au bout de 5 ans, j'ai eu des états d'âme parce que le poste que j'occupais n'était pas suffisamment créatif. Je sentais que j'avais envie de faire autre chose que la technique pure. Donc j'ai démissionné et j'ai cherché une formation et je suis tombée sur une formation en marketing. Alors le marketing, je ne savais pas ce que c'était, marketing et communication. Et j'ai découvert là le pouvoir des images. C'est-à-dire que les images, on pouvait s'en servir pour divertir, mais aussi pour éduquer. Et j'ai découvert la publicité qui pouvait vraiment véhiculer des messages et même changer les comportements. Donc, j'ai cherché un stage à la fin d'une formation, comme il est de coutume. Il faut effectuer un stage en entreprise. Et comme je jouais déjà en fait aux jeux vidéo, parce que je jouais toute petite aux jeux de société, et plus l'informatique, c'est devenu des jeux vidéo. Voilà. Donc, au début, c'était des jeux vidéo très très simples, avec des jeux à texte, uniquement des textes, et très peu d'images. Mais bon, ça commençait à évoluer. On commençait à écrire des scénarios avec ça. Alors, après, à la fin de mon stage de marketing, qui s'est déroulé dans une société qui s'appelle Cocktail Vision, qui commençait déjà à commercialiser des jeux sur l'histoire de France, et aussi des produits en anglais, enfin, apprentissage de l'anglais. Donc, à la fin de mon stage, j'ai proposé mes services, et j'ai demandé à l'éditeur s'il était possible d'éditer un jeu, mais sur mon histoire, un jeu historique sur ma propre histoire.
Et il a dit OK, à condition que tu sois chef de projet sur d'autres projets. Donc j'avais une double, j'étais salarié en tant que chef de projet et j'étais aussi auteur de mes propres scénarios, donc il me laissait libre de programmer moi-même. Donc j'avais une double vie à cette époque-là. En tant que chef de projet avec le Cocktail Vision, j'encadrais des projets de jusqu'à 20 personnes et on faisait à l'époque, c'était très à la mode, des adaptations de BD connues en jeux vidéo. Donc, j'ai adapté des BD comme Blueberry, si vous connaissez, Astérix, etc. Et j'étais chef de projet d'autres scénarios aussi, d'autres collègues scénaristes qui me donnaient à gérer l'équipe de développement de ces jeux. Alors, en tant qu'auteur, j'ai écrit 2 types de produits, des produits à caractère historique et des produits éducatifs. Alors on va les passer en revue un petit peu rapidement. Mon produit phare, c'est le premier jeu vidéo, c'est d'ailleurs le premier jeu vidéo vraiment antillais, s'appelait Mewilo. Et c'était basé sur une légende martiniquaise. Je vais vous dire rapidement, c'est la légende des Jardins. Je ne sais pas si vous avez cette légende ici. Il paraît qu'à la faveur des révoltes d'esclaves, le maître, le colon de l'habitation, prenait son plus fidèle esclave avec lui, l'emmenait dans la montagne. Ça se déroulait à Saint-Pierre, sur le volcan. Et il lui demandait de creuser. Enfin, il emportait ses bijoux. C'est pour ça qu'on parle de jarre d'or, donc jarre rempli de bijoux précieux, etc. Il demandait à l'esclave de creuser un trou et il enterrait son or, mais il terminait par tuer cet esclave qui était censé garder l'or. Alors il faisait courir le bruit qu'il fallait surtout pas déranger l'esprit très amer de cet esclave qui avait été trahi et, alors qu'il était fidèle, il a été tué par son maître. Voilà la légende qui courait et que nous avons adaptée en jeu vidéo. Alors, c'est ce que vous avez vu un tout petit peu. Non, vous n'avez pas vu d'image. Voilà Mewilo et voilà les images de l'époque qui sont des vraies prouesses artistiques à l'époque parce que les graphistes dessinaient avec seulement 256 couleurs. Donc, c'était pas évident de reproduire les lieux de Saint-Pierre. Ici, c'est la place Berthier avec le sémaphore, très connu. Et voilà. Alors, là où on a fait très fort, c'est quand on a conçu et produit Freedom. Alors, Freedom, il fallait être un esclave qui devait s'échapper d'une plantation en une nuit. Alors, notre volonté, c'était de se mettre à la place de l'esclave qui était souvent montré en position de soumission, avec des fers aux pieds, etc. Et nous voulons montrer l'esclave, nègre marron, comme un héros. C'était le héros du jeu. Donc on pouvait prendre sa place, enfin il y avait 4 possibilités. On pouvait incarner deux hommes ou 2 femmes qui avaient des caractéristiques différentes, d'agilité, etc. Donc, suivant les forces du personnage, d'abord on devait rallier les autres esclaves à sa cause, mais il fallait pas être trop nombreux, sinon on faisait du bruit. Mais lorsqu'on faisait du bruit, on réveillait l'économe qui lançait les chiens, on devait combattre contre les chiens, etc. Ce serait complètement impossible à faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment politiquement incorrect de lutter contre des chiens, de les abattre, etc. Mais c'était la réalité, c'est-à-dire que les chiens étaient lancés lorsqu'on était en fuite, donc à l'époque. Donc voilà, ce jeu a été superbement accueilli. Donc voilà, l'esclave en position de libération, et il va combattre pour sa propre liberté. Voilà, c'était notre... Alors, le combat qu'on voit là était contre un des personnages qui lui courait après. Alors, dans le même temps, j'ai eu envie de créer des logiciels éducatifs, de m'essayer à l'expertise pédagogique, à la pédagogie interactive. Et comme j'avais détecté que les mathématiques étaient un frein pour les collégiens, les collégiennes surtout, au moment de choisir leur orientation, elles étaient très timorées à l'idée d'aller vers des professions scientifiques et techniques. Et moi, je militais, je faisais du prosélytisme dans les collèges
pour inciter les jeunes filles à aller vers ces carrières-là, parce que je disais, et c'est encore vrai aujourd'hui, qu'on va manquer d'ingénieurs, et que autant prendre les places, parce que nous avons les capacités, nous femmes, d'aborder ces carrières. Et donc, elle me disait, ben non, les mathématiques, c'est trop dur dans ces filières-là, par exemple la filière scientifique, il y a trop de mathématiques, on ne va rien y comprendre, c'est trop dur. D'ailleurs, beaucoup d'adultes sont encore très réfractaires aux mathématiques et pensent que les mathématiques, c'est quelque chose d'inaccessible. Et donc, j'ai décidé de créer une gamme que j'ai appelée la bosse des maths pour les collégiens, donc de la 6e à la 3e, et de mettre en scène des personnages rigolos. Donc, faire un produit humoristique. C'était la première fois aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs. Mais à l'époque, l'apprentissage, c'était du sérieux. Donc, il fallait pas plaisanter, surtout avec les mathématiques. Mais curieusement, ça, ce sont les éditeurs de livres qui disaient ça, et les enseignants. Mais curieusement, la bosse des maths, qui est en fait l'histoire de Joe le dromadaire, je savais pas que les mathématiques étaient d'origine africaine à l'époque, mais pourtant c'est un dromadaire qui symbolise la chose parce qu'il a perdu sa bosse des maths. Et il s'est fait virer, bien sûr, du club des Big Boss. Donc il fallait l'aider à retrouver sa bosse en affrontant divers animaux comme la baleine à bosse pour la géométrie, qui encore le chat bossé pour l'algèbre. Voilà. Et curieusement, donc ce produit a été plébiscité, choisi par les collégiens qui l'ont volontiers utilisé. Alors, ça a donné à mon éditeur l'idée de concevoir une nouvelle gamme de produits où l'apprentissage était mêlé au jeu, carrément. Donc on s'est assis autour d'une table avec l'éditeur, la responsable de l'édition, un ergonome et un responsable pédagogique de l'éducation nationale, et on a gambergé pour trouver ce concept qu'on a appelé ADI, accompagnement didacticiel intelligent. Donc cette gamme de logiciels qui allait du CE1 à la 3e, en français, en maths, était censée accompagner l'enfant, parce qu'il fallait surtout pas marcher sur les plates-bandes de l'éducation nationale. Donc tout en respectant les programmes des différents niveaux, c'était destiné à s'entraîner après l'école. Mais très très vite, les enseignants s'en sont emparés. Ça a eu le succès qu'on connaît, un succès international parce qu'il a été traduit dans toutes les langues européennes et en Amérique, et vendu en Amérique. Et il était basé sur un personnage virtuel, donc qui s'appelait Adi. On a choisi un extraterrestre parce qu'on voulait pas garçon, fille, quelle nationalité. Donc on n'a pas voulu choisir ça. Du coup, on a pris, et puis c'était l'époque de Star Wars, donc on a pris un personnage virtuel hors de notre Terre, donc un extraterrestre qui, curieusement, grâce à des règles d'intelligence artificielle qui réglaient les comportements, qui s'adaptaient au comportement de l'enfant, et ce personnage virtuel établissait un lien affectif avec l'enfant, parce qu'il lui parlait directement, mais il n'était jamais censeur, parce que vous savez que quand on ramène un mauvais bulletin, les parents sont pas contents, les enseignants non plus, alors que lui, quand on se trompait, il était toujours encourageant, toujours enthousiasmé, jamais censeur. Donc je pense que c'est cet ingrédient-là qui a fonctionné et qui a fait que Adi est devenu un succès éducatif français et qui a tout balayé. C'était vraiment le numéro 1 de l'éducatif. Et pour les tout petits, pour les CP, on a créé Adibou. Vous avez peut-être entendu parler d'Adibou. Adibou aussi a été un succès phénoménal. Il s'adressait donc aux tout petits, enfin aux CP. Et le lien affectif était encore plus grand parce que Adibou chantait, il nous interpellait, il était très bavard d'ailleurs. Et dans ce produit, il y avait beaucoup d'animation. Et du jeu, des activités de jeu. J'ai oublié de dire que dans Adi, il y avait carrément des jeux. C'est-à-dire qu'en faisant les exercices, plus on obtenait de points et plus on débloquait des jeux, des vrais jeux. Donc l'idée de mêler l'apprentissage et le jeu, c'est ce qui a fait le succès de cette gamme.
Voilà, je vais passer encore vite. Alors, revenons donc à notre projet Fragile Fatal, la maman de l'eau, la sirène caribéenne. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces 300 K euros donnés par le CNC? Alors, il a fallu constituer une équipe pour pouvoir créer un prototype. Donc, il nous fallait un directeur de projet, c'était moi, un chef de projet junior que j'ai eu comme à former, un directeur artistique parce que tout cet aspect graphique, il fallait lui donner une consistance, il fallait lui donner une âme. Donc, on avait ce directeur artistique qui était Thierry Ségur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Un directeur technique, donc c'était Hilaire, un développeur et quelques infographistes, voilà, pour faire de l'imagerie fixe ou de l'image animée. Voilà, alors on commence par faire le concept design. Qu'est-ce que c'est? C'est la phase je le dis là, la phase d'un projet qui consiste à définir, les règles du jeu, les mécanismes interactifs, ce qu'on appelle aussi le gameplay, c'est-à-dire le plaisir du joueur, et les aspects artistiques. C'est-à-dire quel est l'environnement, comment on va dessiner, avec quel style, etc. Alors on était parti pour faire de la 3D. Donc il fallait que notre directeur artistique nous donne un modèle. Par exemple, voilà Fragile à 20 ans. Et voilà le résultat en 3D. Donc son visage, bon, il y a son corps aussi, elle fait beaucoup, vous allez la voir bouger tout à l'heure. Et puis d'autres personnages comme le Boutouché Matkout qu'on a vu tout à l'heure, le méchant. Et puis Vieille fille la devineuse qui est dessinée en principe face, dos, profil. Voilà son profil. Une vieille amérindienne qui est amatrice de foot, comme vous pouvez voir, puisqu'elle a. Et puis aussi très branchée sur l'électronique. 5 minutes? D'accord. Alors voilà. L'architecture, la maison de Fragile, donc voilà le dessin de notre directeur artistique et voilà ce qu'on a fait en 3D. Et bien sûr, il faut dessiner l'environnement parce que c'est là que Fragile va se promener et va faire d'ailleurs des rencontres. Vous allez voir un extrait du jeu, c'est maintenant. Ah voilà. Vous avez un exemple de ce qu'on appelle des cinématiques, c'est-à-dire des petits films d'animation à l'intérieur du jeu entre deux niveaux, par exemple, pour expliquer certaines choses. Alors là, c'est Fragile à 10 ans. Petite zooclique. C'est dommage que vous ne puissiez pas entendre. C'est où on met le micro? C'est l'âge critique, mystique et pathétique. Car depuis ta naissance, tu souffres d'une blesse majeure. Et les blesses majeures sont mortelles à 10 ans. Pour te sauver, il faudrait que tu ailles te plonger toi-même, toute seule, et tout debout dans les eaux merveilleuses. Je le dis en pleurant. Tu es trop maladive, lekete et tek-tek pour atteindre la montagne. Les eaux sont loin, trop loin, foot. Et tes jambes sont trop maigres. Moi-même, l'eau et moi, ça fait deux. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. Du tout, yes. Alors, vous avez vu qu'on a progressé dans la représentation des personnages. Par exemple, Fragile est un petit peu plus abouti. Si vous vous souvenez du pilote que nous avons vu tout au début, on avait des problèmes avec les cheveux. On ne savait pas dessiner les cheveux. D'ailleurs, on l'a fait blonde, etc. Aujourd'hui, elle est plus, correspond plus à l'esprit que l'on veut faire passer. Et pareil, on a mieux dessiné, mieux designé, on peut dire, Vieille fille la devineuse qui lui parle. Et sur Vieille fille la devineuse, d'ailleurs, on a fait un travail spécial en 3D d'animation sur le visage, visage et la gestuelle. Donc c'est très important, c'est ce qui donne du réalisme à l'animation.
Alors on a une petite vidéo qui montre le jeu. Alors c'est filmé, c'est pas interactif. Mais voilà ce que ça a donné comme jeu. Fragile se bat contre les méchants dans la campagne martiniquaise. Elle rencontre différents personnages, notamment Papa Congo, qui lui aussi a été peaufiné sur le plan artistique. Tout à l'heure, c'est lui qui chantait Papa Congo. Bon, on peut interrompre, hein. Je vais conclure. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ah oui, que l'industrie du jeu vidéo, c'est une vraie industrie qui est en train de dépasser le cinéma. En 2018, le chiffre d'affaires du secteur cinéma était seulement de 95 milliards et celui du jeu vidéo était de 120 milliards. Donc, c'est une industrie qui est en pleine croissance. Et juste quelques chiffres. Là, en France, on n'est qu'à 5 millions d'euros. Et toujours avec une croissance importante de 15%. Et les jeux mobiles, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus populaire, 51% des ventes dans le monde, suivi des jeux sur PC, 30%, et des consoles, 11%. Donc c'est le mobile qui est en train d'être très important pour les éditeurs. Quelques mastodontes dont vous avez sûrement entendu parler, Electronic Arts, Nintendo, Activision avec son Call of Duty, Ubisoft avec Watch Dogs, et Bandai le japonais, Bandai Namco avec son Pac-Man. Après, donc les métiers, je vais passer très vite. Il y a tous ceux qui se consacrent au concept design, ceux qui font de l'image, ceux qui font de la programmation, ceux qui font du management, et ceux qui font de l'édition du support, c'est-à-dire le directeur marketing et son chef de produit. Alors tout ça, ce sont des métiers suivant ce que parce que beaucoup de jeunes me demandent, mais comment on fait pour entrer dans le domaine des jeux vidéo? Eh bien, je réponds tout de suite. Il faut que vous choisissiez d'abord si vous voulez être infographiste ou programmeur, ou si vous avez des qualités de management et vous sentez que vous pouvez être chef de projet, donc encadrer des équipes, etc. Donc il y a un peu tout est possible dans ce métier. Alors, les noirs dans le jeu vidéo, ça c'est une préoccupation de plus en plus importante, une préoccupation idéologique chez les noirs américains en tout cas, puisque comme ce sont eux qui tiennent le haut du pavé, mais ils sont très préoccupés. Du coup, on commence à voir des jeux où les noirs sont très présents. Et d'autant plus après le film Black Panther, qui a été un accélérateur, si on peut dire. Avec son univers. Pour la première fois, on avait un super-héros noir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un super-héros noir, des personnages noirs, primaires, secondaires, etc. Et puis, un environnement artistique très bien dans les vêtements, etc., dans les couleurs et tout, très particulier. Donc, il y a eu un engouement après Black Panther sur la présence des Noirs dans les jeux vidéo. Donc c'est quelque chose qui est en train de croître à tel point qu'il y a par exemple l'Afrique n'est pas en reste. Il y a un Africa Corner en ce moment dans le Paris Games Week qui est le salon numéro 1 du jeu vidéo à Paris qui se tient en ce moment même. Donc un Africa Corner avec une dizaine de studios indépendants africains qui eux aussi montent au créneau avec leurs jeux sur leur culture, etc. Donc nous, il faudrait qu'on aille aussi de l'avant. Ils vont tous nous dépasser et on est très en retard sur ça. Mais vous avez vu qu'il y a un problème de financement énorme. Un jeu, c'est 1 million d'euros minimum. Donc il faut trouver un éditeur qui soit séduit par la licence, par notre histoire, etc. et qui veuille bien nous éditer. Voilà. Parce que nous, studios indépendants, on n'a pas les moyens. Ben, je vous remercie de votre attention. Merci Muriel Tramis. Elle a tenu le temps.
Donc, on a 10 minutes potentiellement 10 minutes d'échange. Donc, je rappelle le principe. Question brève, réponse brève. On évite de reprendre la conférence et puis on a le temps d'après, after conférence, pour des échanges plus longs. Merci, bonsoir, merci. C'est intéressant, ce genre de nouvelles technologies et l'utilisation. Mais je suis stupéfait devant le coût. 1 million d'euros. Vous pouvez nous donner un peu en savoir plus? Réponse brève. Oui, pour faire un jeu aujourd'hui, c'est souvent des équipes de 20-30 personnes. Et ce qui prend le temps et ce qui fait le coût, c'est l'image. C'est-à-dire qu'il faut dessiner des images qui vont bouger. Donc, il faut des infographistes spécialisés. D'ailleurs, il y a des infographistes qui font les décors, d'autres qui sont plutôt pour les personnages, d'autres qui sont spécialisés dans les effets spéciaux. Il y a un effet spécial, c'est par exemple le feu, la texture de la peau, etc. Et des infographistes spécialisés dans l'interface, c'est-à-dire comment on communique avec le jeu, avec l'image, comment on intervient, c'est-à-dire sur l'interactivité. Et on retrouve ça dans la programmation. Il faut des programmeurs spécialistes de moteur 3D. Vous avez vu que c'est de la 3D qui bouge. Il faut des spécialistes de l'interactivité. Il faut des spécialistes du réseau quand on veut faire du jeu multijoueur, c'est-à-dire qu'on veut que plusieurs joueurs se connectent en même temps. Voilà. Alors tout ça, il faut les rémunérer. Et une production, ça peut durer 1 an, 2 ans. Tout dépend du scénario, tout dépend de la façon dont on veut peaufiner tout. Voilà. Et tout ça, voilà, ça fait un coût qui est non négligeable. Et c'est un coût qui se rapproche du coût du cinéma. Vous savez qu'un film, combien coûte un film? Bien plus d'1 million d'ailleurs. Et de plus en plus, on a besoin de financer le jeu vidéo. Alors, on dit jeu vidéo, on a l'impression que c'est quelque chose de bon. C'est vrai qu'il a pris une réputation d'addiction, de violence, etc. Mais moi, je dirais plutôt film interactif. C'est du cinéma qu'on a rendu interactif. Voilà. Une autre question? Question brève? J'étais sur le même questionnement. Là, vous avez 300 000 euros du CNC. Il vous manque 700 000 euros, en fait. D'accord. Il vous manque 1 million. Ok. Donc, il n'y a pas de questions. On va commencer par le jeune homme. Quels sont les différents métiers qui permettent de créer un jeu vidéo? Voilà un modèle de question. Est-ce que tu es là demain? Tu es là demain? Parce que je vais animer un atelier où je vais expliquer tout ça. Parce qu'il y a eu une planche tout à l'heure où j'ai fait la liste des métiers. Et je pourrais détailler ça un peu plus demain dans les ateliers. D'accord? Très bien. Parce que sinon, je vais répondre, ça va me prendre trop de temps. Très bien. D'autant plus que j'en ai déjà parlé dans la présentation. D'accord? Une autre question brève. Bonsoir, je souhaiterais savoir où est-ce qu'on peut se procurer tout ce que vous avez réalisé. À Dibou, et malheureusement, les studios Cocktail Vision ont fermé. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai décidé de revenir au pays pour créer ma propre boîte et continuer sur la lancée. Malheureusement, ces jeux que je vous ai présentés, mais Willow et Freedom, tournaient sur pas des ordinateurs PC, mais sur des ordinateurs, des vieux ordinateurs comme Atari, Amiga et Amstrad. Donc on ne les trouve plus. En plus, ils étaient sur disquette et comme les ordinateurs d'aujourd'hui ne font plus tourner les disquettes. Il y a eu une résurgence de ces produits il y a 3 ans quand comment on pourrait dire ça, des aficionados ont décidé de les rééditer, si vous voulez, sur des plateformes d'aujourd'hui. Donc on appelle ça de l'abandonware. Alors si vous tapez Mewilo Abandonware ou Freedom Abandonware, vous allez trouver des versions que vous pourrez faire tourner sur votre ordi personnel. Voilà, mais
Ils ne sont plus édités aujourd'hui par un éditeur. On prend une dernière question s'il y en a, sinon on passe directement à la dernière intervention. Ouais, alors je vous laisse entre les mains d'Hilaire qui va vous montrer comment on utilise des outils 3D. Parce qu'après notre prototype, moi j'ai rencontré Hilaire qui m'a initié à la réalité virtuelle, la reproduction de villes pour l'urbanisme et l'architecture. Du coup, il fallait bien gagner notre vie à Avanti. On s'est spécialisé dans ce domaine-là. Donc vous allez voir de jolies choses qu'il va vous montrer en 3D. Et comment on a obtenu des contrats avec différents clients. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous passe Hilaire. Un grand merci. Donc elle a déjà fait la présentation d'Hilaire, donc je vous passe la parole sans transition aucune. Je rappelle quand même le principe, 30 minutes d'intervention, 35 minutes maximum et 10 minutes d'échange. On a de la chance, on a un public qui nous suit jusqu'ici malgré, on va dire, 3 heures. Et je ne compte plus le retard. Donc voilà, Hilaire.